Bonjour, bonjour tout le monde, à nos auditeurs du webinaire de Global Aging. Nous avons encore le plaisir aujourd'hui d'accueillir Frédéric Serrière, comme vous le savez, qui est un consultant en stratégie marketing sur le marché des seniors depuis plus de 22 ans, et notre ami Benoît Gobelot. Bonjour Benoît. Eric. Qui dirige une agence matinale qui est, comme son nom ne l'indique pas, est l'agence la plus spécialisée sur ce grand marché des seniors. Merci à tous les deux d'être là. On va parler aujourd'hui, on va essayer de faire un match sur les seniors. Sont-ils égoïstes ou sont-ils égocentriques? J'aimerais d'abord qu'on fasse toujours, là on va parler de cette définition qu'on aime tellement avoir. Frédéric, je vais me tourner vers le sociologue expert que tu es, pour que tu nous définisses de façon assez exacte quelle tranche d'âge effectivement on va parler. Parce que moi, il y a un truc qui me fascine toujours. C'est on dit il y a 11 millions de seniors, et puis après, on dit il y a 20 millions de seniors. Ah ouais, mais bon, il y a des générations entre eux, et chaque génération, c'est 20 ans. Et pour changer le monde, puisqu'on est dans le monde de demain, Après, paraît-il, hein, euh, il faut au moins deux générations. Donc, pour reclarifier ma question, Frédéric, de quoi parle-t-on? C'est quoi ces boomers égoïstes? Alors déjà, les baby boomers, on est d'accord sur la date de naissance. C'est ceux qui sont nés après, enfin, dès 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en fonction des études, en fonction des pays, on va dire que ça va descendre jusqu'à 50, entre 55 et 60, entre ceux qui ont 55 et ceux qui ont 60 ans. Alors, je pense qu'actuellement, c'est peut-être 58 à l'heure actuelle. Donc, c'est ceux qui actuellement ont 75 ans jusqu'à peu près 58 ans à peu près. Donc, et après, les Américains, ils re-sous-segmentent parce qu'ils se disent, entre quelqu'un qui a 73 ans et quelqu'un qui a 58 ans, il y a une grande différence. Donc après, ils resegmentent en early boomers et post-boomers. Donc on va dire que c'est ceux qui ont moins de 75 ans. D'accord, ben, c'est très clair. Est-ce que c'est la même définition chez les publicitaires, Benoît? alors, chez Publicité, on fait pas très souvent, on ne fait pas la distinction que vient de faire Frédéric entre les early boomers et les later boomers, et qui est extrêmement importante et intéressante parce que globalement, pour faire court, les premiers, les early boomers, eux, ils ont vraiment contesté la société qui venait de leurs parents, le modèle de société, et ce qu'ils cherchaient avant tout, c'était la liberté, et ils ont bénéficié d'une économie qui était en pleine reconstruction. Donc la liberté, et puis la contestation, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient absolument pas aller faire la guerre comme l'avaient fait leurs parents. Enfin voilà, ils voulaient sortir du monde de leurs parents. La génération et donc il y a vraiment ces idéaux de liberté, ces idéaux de construire le monde, et qui fait qu'ils se sont investis dans leur job, dans leur travail, de manière très très forte. C'est même pour eux qu'on a inventé le mot work alcoolique, c'est-à-dire des fans de boulot, parce qu'ils étaient persuadés que à force de travail, ils pourraient effectivement changer le monde. Et puis la génération qui a suivi, donc les jeunes boomers, les later boomers, c'est ceux qui sont arrivés après. Alors, tout d'abord, ils ont eux connu la crise, c'est-à-dire que les fameuses 30 glorieuses, eux, ils sont arrivés à la fin, quand ils avaient une vingtaine d'années, donc connu la crise économique, un monde qui était beaucoup plus difficile, et puis ils ont bénéficié aussi de la liberté qui avait été acquise par leurs grands frères, et qui était cette libération sexuelle, par exemple, hein, la pilule, la libération de la femme. Enfin voilà, on était dans un monde tout à fait différent. Et puis, la fameuse société de consommation dont on nous parle toujours, c'est que les gens, très souvent, ils croient qu'elle est arrivée du jour au lendemain, un coup de baguette magique, tac, elle s'est déployée sur toute la France, par exemple. Pas du tout. Ça a pris du temps parce qu'il fallait aller absolument partout. Et donc, ça a mis une bonne quinzaine d'années entre le tout début des années 60 et puis 1975. Et c'est là où vraiment tous les hyper ont couvert la France. Donc, ces générations-là, les deuxièmes boomers, effectivement, bah, eux,
ils ont bénéficié de la société de consommation qui était installée d'un niveau de vie assez élevé. Et donc, le shopping, c'est devenu un art de vivre. Donc, eux, ils ont vraiment basculé là-dedans. Et c'est par le fait d'avoir, eux, ils sont beaucoup plus cigales que fourmis. C'est par le fait de posséder qu'on existait. Et donc, et ce qui est très drôle, c'est que ces générations-là, par exemple, se sont ruées très rapidement sur toutes les nouvelles technologies. Et par exemple, quand est arrivé plus tard l'iPod, c'était très drôle. Les premiers clients, Apple a été très surpris, c'est qu'ils avaient fait toute une communication à destination des jeunes. Et comme pour la Twingo, les clients qui arrivaient dans leur magasin, ben, c'était pas des gamins, c'était des jeunes boomers qui disaient bah, j'ai vu un truc génial pour écouter les Beatles ou les Rolling Stones, je veux bien l'avoir. Et puis après, ils ont adopté l'iPhone. Enfin, voilà, donc, ils sont vraiment des boulimiques de la consommation, alors que les plus âgés, c'est des boulimiques du travail qui permet effectivement de s'épanouir et puis du coup de se constituer un patrimoine. Et aujourd'hui, on le voit, hein, il y a vraiment cette génération, les 65-75 ans, il suffit de prendre tous les chiffres, c'est eux qui détiennent le patrimoine en France. 50, les chiffres que je crois avoir justes, hein, je ne pas sous votre contrôle, messieurs les experts, mais c'est 50% du patrimoine en France est détenu par 20% de la population, et ces 20%, c'est les gens qui ont plus de 60 ans. Donc, effectivement. Alors, je me retourne vers Frédéric. Tu disais, bon, en fait, il y a deux types de boomers, en fait, ça intéresse un à gagner de l'argent, deux à en jouir. Donc, est-ce que ça veut dire que s'ils sont égocentrés, puisque c'est notre thème, hein, avant de passer aux définitions sur qui sont égocentrés ou égoïstes, hein, voilà. Oui, alors en fait, quand on suit Twitter à l'heure actuelle, ou enfin même depuis pas mal d'années, on voit par exemple Madame Delaunay, par exemple, qui a écrit une chronique ou des tweets sur non, les seniors, non, les baby boomers ne sont pas égoïstes. Par contre, pour moi, ils sont égocentrés. Pour moi, il y a deux notions. Il y a la notion égoïste et égocentré. Mais déjà, une petite parenthèse, quand on parle dans une culture occidentale, enfin au moins française, je suis égoïste ou je suis égocentré, c'est jugé comme négatif. Alors qu'on pourrait le juger comme positif dans certaines situations ou à certains moments de la vie. Bref. Donc, il y a des personnes comme Madame Delaunay qui défend sa génération, qui effectivement a la raison, les baby boomers ne sont pas forcément égoïstes, et en fait il n'y a pas que eux qui comptent, vous voyez, l'égoïste c'est que eux qui comptent. Par contre, moi je pense quand même moi je les trouve quand même égocentrés. Alors bien sûr, je vais prendre des clichés, mais quand Xavier Ardisson qui voulait lancer un magazine sur les seniors, il voulait lancer le magazine, le titre il s'appelait Moi. Voilà. Aux USA, il y a un magazine pour les baby boomers de la RP qui s'appelle My Generation. Donc, il y a quand même une question égocentrée. Nous, on s'en a aperçu. Moi, la première fois que je me suis aperçu de cette notion d'égocentré, on a travaillé il y a peut-être une dizaine d'années avec ST Plastique, qui est une PME en Isère d'injection plastique. Ils font les mouches bébés, par exemple. Ils font plein de produits en plastique pour la santé. Et ils sont leaders des piluliers. Ils ont 80% du marché des piluliers en pharmacie. Et on a voulu travailler avec eux, on a travaillé avec eux sur un pilulier intelligent. Et le pilulier intelligent, notamment, envoyait un SMS à la fille. Et quand maman, donc le pilulier, pour le situer, était mis chez les parents âgés et la fille recevait des SMS, médicaments pris, médicaments pas pris, etc. Et quand on a testé ça aux baby boomers, aux enfants baby boomers, donc les aidants familiaux, ils ont dit mais non, nous on veut pas ça parce que ça nous stresse. On est déjà suffisamment stressé, donc pensez-vous bien qu'un SMS qui arrive ou qui arrive pas à 9h du matin, on va encore plus stresser. Question suivante, on leur pose la question vous voulez quoi en fait? Ils répondent nous on veut un système sur lequel on ira se connecter quand nous allons le vouloir. Et la question suivante, c'est tous les combien irez-vous vous connecter? Environ tous les 10 jours. C'est là qu'en fait que j'ai compris que effectivement la santé, enfin la sérénité et la tranquillité de l'aidant baby boomer, dans ce cas-là, était plus important à leurs yeux que la santé de leurs parents âgés. Et c'est là en fait que c'est pas forcément de l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. C'est la première fois que j'avais vraiment percuté sur l'égocentrisme de cette génération. Oui, non. Je crois que tu as totalement raison de souligner cette différence, voire cette dichotomie. Hein,
je suis retombé pour préparer cette émission sur la définition effectivement de l'égoïsme. Hein. L'égoïsme, c'est privilégier son intérêt par rapport à l'intérêt général ou au bien commun. Hein. Évidemment, l'égocentrisme, c'est tout ramener à soi. C'est que, que ce soit dans les magazines ou ce qui se passe à la télé, ils ramènent beaucoup de choses à eux-mêmes. Ce n'est pas la seule génération, je pense que c'est un fait générationnel global. Par contre, l'égoïsme, on ne peut pas dire que les seniors sont plus égoïstes que le reste du monde. Au contraire, quand ils ont plus de temps, ils le donnent beaucoup plus à l'intérêt général. Donc, oui, en fait, moi, je trouve que la différence entre les deux notions, c'est effectivement au détriment de l'autre, vous voyez. C'est ça, en fait. Quand on revient à ce pilier connecté, les aidants, il n'y avait pas une notion au détriment de maman. Non, c'était juste, ils regardaient juste leur personne, en fait. Et est-ce que les publicitaires ont un message spécial par rapport à où ils jouent sur ce côté égocentrique du coup, parce que vous êtes assez pervers, si je peux me permettre. Pas toi, bien entendu, Benoît, mais certains. Comment dire, il y a effectivement il y a pas mal de campagnes qui les mettent au centre sans les mettre au centre. C'est-à-dire que ce qu'ils n'aiment pas et ce que n'aiment pas les boomers, parce que bien entendu, ce qu'il ne faut jamais oublier non plus, les boomers par rapport à la génération précédente, c'est que comme ils ont rejeté le modèle de leurs parents, ils ne veulent surtout pas ressembler à leurs parents. Et donc, quand tu vas montrer des vieux, ils vont estimer qu'on montre leurs parents et pas eux. Donc, ils se sentent beaucoup plus à l'aise quand ils sont entourés de jeunes. Et donc, c'est pour ça que c'est très souvent ridicule. Et par exemple, moi, j'ai vu des très belles campagnes. C'est Monoprix qui l'a fait pendant très longtemps pour ses lignes de vêtements, où ils avaient l'intelligence de mixer des mannequins seniors, une soixantaine d'années, un homme, une femme, très bobo, très beau, mais au milieu d'autres jeunes. Mais en même temps, on le mettait toujours légèrement en avant avec le zoom sur le produit qu'il portait, sur le prix qui était proposé. Et c'était une manière finalement de parler de lui sans l'extraire de l'environnement dans lequel il adore vivre. Donc, c'est là où c'est extrêmement important, c'est qu'effectivement, il n'est pas égoïste, c'est-à-dire que ce n'est pas lui et puis le reste du monde dont il n'a rien à foutre, c'est lui au centre du monde. Et c'est extrêmement important de bien comprendre ça parce que globalement, il ne faut pas oublier aussi, c'est cette génération-là, née après la guerre. Et après la guerre, c'est tout de même, il y a tout un certain nombre de phénomènes, mais il y en a deux majeurs. Le premier, c'est l'exode rural. Ce sont les jeunes parents qui ont quitté les fermes pour aller s'installer en ville et qui se sont retrouvés dans des logements avec leurs enfants. Et ils sont jurés à ces enfants baby-boomers qui n'auraient pas l'enfance qu'eux avaient connue. Donc, il y a vraiment déjà une projection qui est tout à fait différente. Et puis la deuxième chose, c'est la disparition de la mortalité infantile qui a correspondu avec les progrès de la médecine. Il faut juste avoir pour mémoire, c'est que dans les générations précédentes, on préparait les mères. Si vous allez en Afrique aujourd'hui, vous le verrez, hein, les mères en ont très souvent rien à faire des petits-enfants parce qu'on les a éduqués comme ça, parce que malheureusement, comme il y a une mortalité infantile élevée, il ne faut pas qu'elles s'attachent aux petits, parce que comme ils risquent de décéder, ben voilà, il faut qu'elle s'occupe du reste de la famille. Et donc, voilà, pas trop d'intérêt sur un seul jeune enfant. Et là, tout d'un coup, ça a basculé, c'est que tout d'un coup, il n'y avait plus de mortalité infantile. Donc, à nouveau, le focus sur eux. Donc, ils sont au centre du monde. Ce qui veut pas, c'est là où je vous rejoins. C'est pas simplement de moi. C'est juste, il se trouve que j'ai été au centre du monde depuis tout le temps et j'ai pas de raison d'y bouger. D'ailleurs, on l'a vu, c'était très drôle quand il y a eu la fin du confinement où les messages du gouvernement, les messages publicitaires du gouvernement sont très clairs. Ils disent 90% des gens qui décèdent du coronavirus ont plus de 65 ans. Donc, globalement, si tu as plus de 65 ans, tu as tout de même intérêt à rester chez toi et à ne voir personne, pour faire court. Mais quand on l'a évoqué, en réalité, ils ont été très malins, ils ont tout de suite gueulé parce que c'était juste un refus de l'autorité. C'est que on a toujours tout fait pour eux, donc là, tout d'un coup, on allait leur interdire quelque chose. C'est inenvisageable. Et moi, j'en connais qui, sur un plan politique et tout ça, me paraissent ultra conservateurs. Et puis, tout d'un coup, quand on leur a dit « tu vas rester », mais c'est hors de question, et ma liberté, et ceci et cela. Ah, mais tu as raison. Exactement ce que disait Frédéric tout à l'heure sur les générations. Ceux qui avaient 18 ans en 68 ont 70 à 75 ans aujourd'hui.
Donc ça, on ne le réalise pas tant qu'on n'a pas fait les calculs. Et tu as parfaitement raison. Il est interdit d'interdire à ces gens-là. Les gens qui, l'autre jour à Pornichet, étaient en train de faire la queue chez le boulanger, eh bien, c'était des gens démasqués. Et c'était des gens qui avaient plus de 70 ans. Alors que les jeunes, comme mon fils, lui a dit, bah, écoutez, monsieur, moi, je vais faire 2 mois et demi sans aller au bureau. Bah, c'est pas possible. Et il y a eu ce dialogue assez incroyable entre cette personne âgée, disons, ou senior, un peu égoïste, il faut le dire, qui en avait rien à faire, qui l'intéressait, c'est de reprendre sa liberté. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et alors, on en vient à un deuxième sujet. Attends, je peux juste rajouter un petit élément. Juste, c'est un sujet bon, qui est peut-être légèrement en marge de l'égoïsme, et encore, de l'égocentrisme, et encore. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est décider ce dont ils veulent interdire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, quand on les titille sur l'insécurité ou le sentiment d'insécurité versus la liberté, ils sont passés de « il est interdit d'interdire », alors liberté quasi totale de faire ce que l'on veut, de se piquer, se droguer, sniffer, etc., jusqu'à où maintenant, non, alors attends, la liberté quand même, on va quand même un petit peu encadrer un petit peu la liberté, vous voyez. Il y a cette notion-là aussi, j'encadre maintenant la liberté par rapport à ce qui peut se passer sur le sentiment d'insécurité. Et on revient sans doute à ce que tu nous disais, Frédéric, avant, en préparant cette émission, c'est en fait, bah oui, il est interdit d'interdire, ils veulent être aidés alors qu'ils ont toujours été aidés, mais aussi le fait qu'ils veulent contrôler leur aide. Et moi, je reviens à ce que nous disait l'autre jour la présidente de la CNSA, en nous disant, bah, finalement, en fait, l'autonomie, c'est finalement la valeur la plus forte. Garder l'autonomie la plus grande, finalement, parce que c'est pas pour eux, on peut le qualifier d'égoïsme, etc. Quand ma grand-mère continue de conduire, alors qu'elle est parfaitement incapable de voir la nuit, on connaît tous cet exemple dans la silver economy ou dans la senior economy, on va retrouver des concepts. Est-ce qu'elle est égoïste et est-ce qu'elle fait prendre des risques à nos enfants sur les routes? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais votre opinion à tous les deux sur effectivement sur leur désir de contrôle, c'est-à-dire de lâcher prise. Et finalement, c'est pas mal, non, Eric? Disons que moi qui suis fan de développement personnel, en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment, quand on fait de la réflexion sur ce sujet-là, qu'en fait, pour aider les autres et apporter quelque chose à la société, on est quasi obligé de passer par un moment en premier qui est égocentré, d'abord être bien soi avant de pouvoir vouloir aider les autres. Donc moi, si je regarde ce côté-là, je pense que en fait, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je chasse assez positif. Après, sur l'exemple que tu dis, oui, mais il continuera à conduire. Et moi, je suis pour qu'il conduise. Moi, je suis pour qu'on conduise jusqu'au bout de toute façon. Donc, et c'est un sujet un peu différent. Mais voilà. Donc, en fait, moi, j'ai une vision, neutre par rapport à l'égocentrisme. Vous avez compris, l'égocentrisme et l'égoïsme. Pour moi, c'est neutre en fait. C'est ni bien ni mal, c'est neutre. Mais si on prend un axe, je me trouve que le côté égocentré a aussi, chez les baby boomers, eu des aspects très positifs. Et Benoît, là-dedans, les publicitaires ou l'homme que tu es, qui a beaucoup de bon sens, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a entre l'autonomie, on fera référence tout à l'heure à l'autonomie et le refus de l'autorité et l'égoïsme, un pont à créer, ou est-ce qu'ils ont des choses qui te gênent En réalité, il n'y a rien qui les gêne parce que la vie pour eux, c'est un combat et c'est un combat pour avoir mieux que ce qu'avaient les générations qui précédaient, qu'avaient leurs parents. Et ça, je trouve que beaucoup ont du mal à le comprendre et ils veulent les guider, les enfermer dans un processus de pensée tel qu'on s'imagine. Parce que quand on parle des seniors, bon, tant qu'on n'a pas été senior,
on imagine que c'est la fin de la vie. Mais en réalité, c'est la fin de la vie que pour ceux qui ne sont pas encore dans cette étape-là. Ceux qui sont dans cette étape-là, ils continuent de vivre, ils continuent d'organiser leur vie. Et moi, je connais tout plein de gens ça me fait rire, mais je connaissais une dame à 95 ans dans son village. Elle continue à conduire, elle faisait le tour avec sa voiture, elle allait chercher les petites vieilles plus jeunes qu'elle, jusqu'à 10 ans de moins. Elle les emmenait promener dans la montagne et puis elle les redéposait le soir, toujours à 95 ans. Donc voilà, il n'y a pas de barrière à faire tout ce qu'elles ont envie de faire, ces personnes-là. À nouveau, elles se sont battues, c'est un vrai combat. Après, la question c'est est-ce qu'on leur parle de sujets qui les intéressent? Est-ce qu'on cherche à développer des solutions qui conviennent à leur nouvelle organisation de vie? Et très souvent, c'est non. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs toujours le côté très surprenant, c'est qu'on essaie toujours de les enfermer dans des schémas sans s'intéresser à elles, sans leur apporter une utilité au quotidien, c'est-à-dire une amélioration du quotidien. À nouveau, par exemple, tout le numérique, pendant très longtemps, on a dit les personnes âgées sont réfractaires au numérique. C'est pas vrai du tout. Elles avaient le Minitel. Donc pendant très longtemps, on leur disait il faudrait un ordinateur. Elles disaient oui, mais j'ai déjà un ordinateur, c'est le Minitel. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Et là, on ne savait pas quoi leur expliquer. Donc, en réalité, elles n'avaient pas de raison de changer. Bon, un jour, le Minitel a disparu, elles ont fini par aller là parce qu'on leur disait si tu veux voir ton petit-fils qui est à Hong Kong ou à Sydney ou à New York, il faut que tu aies Skype ou que tu puisses échanger les photos par WhatsApp et tout ça. Enfin bref, il y a tous ces phénomènes-là qui sont apparus et donc il n'y a aucun côté réfractaire, il y a juste le côté utile, bien entendu. Et à nouveau, de les remettre dans la situation dans laquelle ils s'imaginent, qui a toujours été de profiter du monde. À nouveau, eux, ils ont reconstruit une société qui est tout à fait différente de celle qu'ils ont connue quand ils étaient enfants, qui était une société, par exemple, on parlait beaucoup de classe sociale auparavant. Ça a complètement disparu, on ne parle plus du tout de classe sociale. Et c'est lié à quoi? C'est les boomers qui ont refusé tout ça, qui ont refusé. Auparavant, on se mariait qu'entre notables ou qu'entre ouvriers. Enfin bref, on restait dans sa classe sociale. Et puis d'un coup, tout ça, ça a volé en éclats. On se mélangeait. La fille du notaire se mariait avec le fils d'ouvrier, et ainsi de suite. Donc, ils ont recréé un monde à leur image. Et c'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup souri là. On a un nouveau Premier ministre. Alors, je ne fais pas de politique parce que ça ne m'intéresse pas. Mais on nous dit, il s'est défini comme étant le gaulliste social. Mais le gaulliste, on en parle beaucoup. C'est des choses qui parlent beaucoup aux jeunes générations. Je suis sûr que si on pose la question aux boomers, il n'y en a pas un seul qui soit intéressé parce que c'est d'une autre époque. C'était déjà de l'époque de leurs parents. C'est pour ça qu'ils ne voulaient plus de De Gaulle et qu'ils l'ont poussé à la porte en 69. Donc voilà, c'est tout de même très très drôle de vouloir les faire rentrer dans des schémas qui ne leur appartiennent pas. Et c'est aussi sans aucun doute une des raisons de l'échec de beaucoup de campagnes marketing, de campagnes de communication, où les gens appliquent aux personnes âgées des systèmes qu'ils ont à eux. Et par exemple, à nouveau, même dans la cellule familiale telle qu'elle était composée, elle était très classique, hein. Un père, une mère, des enfants, frères et sœurs et tout. Enfin, voilà, toutes les choses étaient très instituées. C'est tout de même eux qui ont créé le divorce et qui ont créé les familles monoparentales. Donc, c'est les premiers à savoir. Donc, ils ont tout envoyé balader, tous les modèles, et on cherche toujours à les remettre dans un modèle. Et c'est pour ça que très souvent, il y a beaucoup de campagnes publicitaires qui ne fonctionnent pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il y a dans l'esprit de ces consommateurs-là. Donc, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que pour vous, les publicitaires, les sociologues, enfin, ceux qui regardent un peu ce qui se passe, qui confirment qu'il faut absolument travailler, quand on travaille sur ces marchés-là, il faut travailler en co-développement avec des groupes, des focus group, dans lesquels la solution vient d'eux et non pas on teste nos solutions auprès d'eux, mais la solution vient d'eux. Parce que c'est vrai que nous, on voit beaucoup dans cette économie des silver, beaucoup de choses qu'on aimerait avoir pour nos grands-parents, mais on ne leur a jamais demandé si eux aimeraient l'avoir. Frédéric, est-ce que tu souscris? Juste, excuse-moi, avant que tu poses la question, Frédéric, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a des labs qui ont été développés, mais il faut faire attention au renouvellement des personnes de ce lab. Parce que, juste pour prendre un exemple, il y a le lab des seigneuriales. Bon, c'est très bien, parfait. Le seul inconvénient du lab des seigneuriales, c'est qu'il prend des résidents des seigneuriales, donc des gens qui ont déjà choisi un certain mode de vie qui correspond à une petite catégorie de la population. Donc, si tu vas leur demander leur avis, ils vont le faire par rapport à ce qu'ils ont choisi.
n'est pas du tout représentatif des autres. Donc, attention à cela. Je Oui. confirme pour être passé. Là, en train de faire une parenthèse sur les labs, je suis entièrement d'accord. Si on fait un produit pour des gens qui font, je sais pas, qui font du scooter des mers, par exemple, on ne va pas aller interroger des gens qui sont dans résidence service senior parce que c'est pas la bonne cible qu'on interviewe. Donc, il faut faire hyper attention, bien sûr. J'aime beaucoup ton exemple, qui est parfait. Je donne l'exemple du lab des seigneuriales, qui est effectivement très bien fait en termes de méthodologie ou de Silver Valley dans nos métiers. C'est vrai qu'il y a un deuxième biais à ces labs. C'est aussi non seulement qu'on utilise des gens des résidences, mais aussi que ça peut servir les produits de la résidence. Alors moi je pense qu'en fait, moi je pense que si on fait des produits pour vendre aux résidents dans les résidences services seniors, et ça c'est peu éthique. Il faut aller. C'est pas le cas de seigneurial bien entendu, mais ça peut poser un problème d'éthique évident et un biais cognitif extrêmement simple à comprendre. Voilà. Ouais, généralement, quand on fait un produit, par exemple, quand on fait un produit entre, je ne sais pas si tu vas en parler après, Eric, mais quand on fait un produit, on va dire, où la décision est soit collégiale ou soit, on va dire, c'est un avis du baby boomer pour un produit pour les parents plus âgés, donc un produit Silver Economy pour les parents plus âgés, et les enfants donnent leur avis ou alors vont carrément l'acheter, comme la téléassistance, ça s'est passé récemment. Et on s'aperçoit que les intérêts et les objectifs des deux générations sont différents. Je me souviens d'un slogan que j'avais trouvé génial dans un groupe de maisons de retraite, de maisons de retraite aux USA. C'était marqué mettez votre maman dans nos maisons de retraite et vous vous sentirez-vous sereine de la savoir, elle, en sécurité. Voilà. Et ils avaient fait le travail, voilà, on offre un produit où chacun trouve son intérêt. La génération âgée, dans ce cas-là, plus la génération des baby boomers. Et bien souvent, on développe un produit pour les parents âgés et on essaie de le vendre aux baby boomers, mais en fait, on n'explique pas aux baby boomers égocentrés quel est leur intérêt à eux. Alors, donc, en fait, ils déclenchent même pas, ça les intéresse même pas. C'est très amusant ce que tu dis parce que j'ai un jeune qui dit voilà, j'ai trouvé un truc parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la maison de retraite. Et donc, je vais équiper chacune des aides-soignantes d'un portable pour qu'elle remonte les informations sur un central. Et comme ça, on pourra dénoncer toute la maltraitance dans les EHPAD. Et j'imagine bien les groupes d'EHPAD plus vrais associatifs installés. Ils sont ravis. Ils sont ravis. Je lui ai dit, écoute, tu travailles un peu ton business model parce que je ne vois pas. Mais si j'ai calculé qu'ils sont d'accord de payer 15 € par mois, je dis oui, mais je pense que la liberté, déjà le problème de l'éthique et de la liberté. Deuxièmement, je pense que les parents ne seront pas très fiers de voir publier partout qu'ils ont mis leur maman dans une maison de retraite où il y a de la maltraitance. Et puis, rassure-toi, il n'y a pas que ça. Voilà. Oui, en fait, ça, c'est un exemple. Mais ça, c'est quand on habite à Berlin, au bout d'un moment, on s'en aperçoit. Effectivement, c'est que on regarde l'intérêt social de la maltraitance, ça je comprends, mais on ne regarde pas l'intérêt du directeur d'EHPAD, parce que lui, il ne va pas forcément vouloir qu'il y ait un flux qui diffuse directement aux journalistes. Pourquoi pas directement aller. Cet exemple est juste génial. C'est génial, ouais, c'est ça. Il résume tout. Ben, voilà. Mais vous me parliez aussi en fait, de la vision, qui est très intéressant, parce que ce que vous dites tous les deux se complète merveilleusement. C'est en fait la vision d'une génération vis-à-vis d'une autre. Et je crois que, Eric, tu as des statistiques là-dessus à nous apporter, d'habitude, avec ta rigueur habituelle, où tu me disais que 78% des boomers pensent que les jeunes manquent de respect à l'autorité. Alors, faut préciser, en fait, c'est un sondage qui est sorti il y a 2-3 ans au Québec. En fait, on parle de. C'est marrant parce qu'en fait, on se fait aussi la guerre, entre guillemets, sur est-ce qu'il y aura une guerre de génération, etc. En fait, je pense que. Je vais reprendre un petit peu ce que Colomb, bon, c'est un peu touchy, mais ce que Colomb disait en partant. Hein. En fait, les jeunes et les baby boomers, ils vont pas se faire la guerre, ils sont pas. Mais par contre, ils sont légers en face à face. Hein. Parce que par exemple, Léger Marketing, qui est la plus grosse boîte de marketing d'études au Québec. Léger, c'est un des fils des politiques au Québec. Alors, il interroge des baby boomers. Donc les enfants,
j'ai pas les chiffres là, mais les jeunes disent que les baby boomers ont cramé l'environnement, ont fait la dette et compagnie, donc ils en veulent beaucoup, on n'a rien laissé, le chômage explose à cause d'eux. Et les baby boomers, ils disent, alors ça c'est très intéressant, hein, 78% des baby boomers pensent que les jeunes manquent de respect à l'autorité. C'est intéressant. Pour Oui, une rappel pour les gens qui ont quand même, qui se sont quand même rebellés contre l'autorité. Hein. Partout dans le monde. Voilà, c'est ça. 74% des baby boomers pensent que les jeunes sont égoïstes. Il y a une chanson qui dit c'est une miroir. quand on vieillit, on devient con. Hein, donc, je ne sais pas si c'est con, mais non. On est toujours dans le miroir. Hein. Ils ont un pouvoir d'influence sur toutes les générations qui est absolument incroyable. Et donc, ils sont capables de faire passer les messages là-dessus en disant c'est à vous de faire. Et les autres sont à court d'arguments. C'est là où ils ont une vraie force. Et très franchement, les dirigeants d'entreprise, les marketeurs et les publicitaires devraient vraiment s'en soucier. Parce que les vrais pouvoirs d'influence, c'est eux. C'est eux qui ont cette capacité-là aujourd'hui. Effectivement, ils arrivent tout de même à… Là, par exemple, à nouveau, je ne suis pas économiste, mais l'économie s'est arrêtée pendant 2 mois et demi. Ça dépend des pays, mais globalement en Europe, 2 mois et demi. Globalement, dans tous les États, on a payé les salariés à rester chez eux. Le bilan, par exemple en France, 60 milliards d'économies ont été réalisées. C'est globalement les retraités. Alors ça, c'est sorti. Tout le monde dit c'est les retraités. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont le garder. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le refiler. C'est-à-dire qu'ils ont eu… Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont eu 60 milliards de plus dont ils n'avaient pas réellement besoin, ce qui souligne tout de même le fait que globalement, ils se portent bien. Alors, bien entendu, il y a toujours les gens pauvres et tout ça, c'est épouvantable. Mais de manière générale, et ça, il suffit d'avoir des politiques fiscales ciblées. Mais bref, ils ont des bons revenus, ils vivent très bien. Et finalement… à eux, on va demander aucun effort. Et les seuls efforts par exemple, la non-remise en cause de la réforme des retraites, pourquoi est-ce qu'ils… C'est eux qui manipulent beaucoup en disant qu'il ne faut pas toucher au système des retraites. Parce que leur crainte, c'est que tout d'un coup, leur retraite à eux diminue. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les suivants? Ce n'est pas leur problème. Exactement. En fait, il y a, lorsque, je ne sais plus quel gouvernement, il y a peut-être 10 ans, je n'en souviens plus exactement, le gouvernement français réfléchissait à faire des réformes des retraites. J'avais lu la réflexion du Premier ministre suédois qui, lui, avait déjà fait les réformes des retraites. Il disait dépêchez-vous, parce que quand les baby boomers vont s'apercevoir que leur retraite va baisser, comme ceux qui votent, il n'y aura plus rien qui va bouger. Ouais. Non, moi, ce qui me dérange quand même dans la défense à tout craint de certains des baby boomers, c'est que je ne dirais pas que les boomers sont une génération privilégiée, mais factuellement, c'est la génération la plus aisée. Et je parle en génération. Et où on va dire que les autres générations sont moins aisées. Donc, en faire encore plus pour cette génération-là, c'est là que moi, personnellement, moi, je dis non. Là, je dis non. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, en fait, des 30 glorieuses, il y a les 30 gagneuses, en fait, parce que ça veut dire qu'ils ont les 30 privilégiés, parce que cette génération de 30 ans là, qui arrive maintenant à la retraite, c'est vrai qu'elle a bénéficié énormément. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que… Parce qu'on ne va pas faire cette guerre de génération, ça ne sert à rien, on vient de le voir. Mais de toute façon, et je pense qu'il n'y aura pas de guerre entre les générations, parce que comme je l'ai marqué en préparant, pour faire une guerre, il faut avoir des munitions. Ouais. Vous voulez que les jeunes fassent la guerre avec quoi? Non, mais les jeunes, ils pourraient se rebeller pour pouvoir ne pas payer, par exemple. Il y a des jeunes qui ne payent pas la sécurité sociale, par exemple, pour ne pas payer. S'ils arrêtent de payer, on est dans un système en France, du moins, de redistribution. Moi, j'ai déjà réfléchi à ça. Si demain matin, beaucoup de gens s'arrêtent de payer les retraites des âgés, ben, c'est fini. Si demain, le système est en faillite, ce qui mérite d'être pensé, parce que demain, le système peut être mis en faillite, parce qu'il est le système d'assurance vieillesse, il est déficitaire, il ne faut pas se le cacher. Pourquoi on essaye de le réformer? Pour ça. Pour que demain, cette guerre, je suis d'accord avec toi sur les munitions, mais voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse de votre côté, là, les marketeurs, c'est comment on essaie d'éviter ça sans que les unes se rejettent sur les autres générations
la responsabilité d'eux. Hein, c'est Greta Thunberg à l'ONU en nous expliquant que c'est de notre faute. Et puis, c'est les personnes d'un certain âge qui disent bah oui, mais les jeunes, vous avez qu'à pas faire des voyages au Brésil en avion et voyager en France, ça préservera la planète. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros effort justement de confrontation de ces générations. Comment vous voyez les choses pour avancer là-dessus? Parce que les boomers, bon voilà, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, hein, Frédéric. Comment on avance là-dessus? Je pense qu'on n'avancera pas là-dessus. Je veux dire, les jeunes n'ont pas, les jeunes n'ont pas les munitions pour faire la guerre aux baby boomers, ou alors même pour revendiquer. Ils ont même pas les jeunes, et je dirais les adultes n'ont même pas le pouvoir pour faire valoir leurs droits par rapport aux baby boomers. Et c'est ceux qui dirigent, ceux qui vont voter, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux-là qui dirigent les baby boomers. Non, il va falloir attendre que les baby boomers décèdent. Et ce qu'il faut voir, c'est la puissance des masses, des mouvements de masse. C'est là où je rejoins Frédéric. À nouveau, il suffit simplement de regarder dans les années 60 et au début des années 70, il y avait des manifestations monstres contre tout un certain nombre de sujets. C'était des millions de personnes dans les rues. Là, récemment, la sortie du confinement avec l'histoire de George Floyd aux États-Unis, il y a eu des manifestations antiracisme. Juste pour mémoire, il y avait des manifestations antiracistes en Europe également, dans les années 60, contre la guerre du Vietnam également, contre tout, et qui étaient des manifestations très nombreuses, très violentes, très très fortes. Mais aujourd'hui, les manifestations auxquelles on assiste, honnêtement, moi je connais là pour le coup des jeunes baby boomers, quand on les fait parler, ils disent mais ils nous font rire. C'est rien du tout par rapport à ce qu'on a fait nous et par rapport à ce qu'on a vécu. Là, sur les manifestations antiracistes, je crois qu'en France, on a réuni à peu près 20 000 personnes. Alors, les journaux se bossent là-dessus, en font tout un truc, mais en réalité, c'est rien du tout. Il n'y a rien. Et c'est là aussi où c'est révélateur finalement d'une faible mobilisation. C'est-à-dire que les jeunes générations, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y aura pas de guerre, c'est que ces jeunes générations peuvent avoir effectivement un sentiment de révolte en disant on n'a pas pensé à nous, on nous contraint et autres, mais quelque part ils ont été habitués à être contraints et ils l'acceptent. Il n'y a pas de révolte contre ça, il y en a trop peu. 20 000 contre le racisme par rapport à 65 millions de Français, c'est que dalle. Ça pourra faire un très bon sujet sur l'engagement, justement l'engagement des seniors dans le monde associatif ou dans leur passion. Oui. C'est à retenir pour un prochain café, Frédéric. Mais au-delà de ça, ce que tu viens de me dire m'inspire pas le commentaire, mais une question qui me rabuste, c'est qu'en fait, est-ce que finalement, on n'est pas dans un paradigme assez incroyable où la génération des boomers économise sans savoir dans quoi dépenser, parce qu'ils ne vont pas le dépenser en s'achetant une nouvelle télé, finalement, il y a 60 milliards là, qui sont mis de côté. Et ils l'économisent pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Non. Je ne sais pas, je pose la question, moi. Ah oui, ils l'économisent pour eux-mêmes, pour au cas où, parce qu'ils ont bien compris. Au cas où. Macron a fait des chèques de plusieurs centaines de milliards, je peux me tromper sur les chiffres. Bref, il y a eu beaucoup d'argent dépensé pour sortir par la crise. Donc peut-être qu'au sortir de la crise, un jour ou l'autre, soit on va nous envoyer la facture, des impôts, enfin sous quelque forme que ce soit de l'inflation. Donc j'ai intérêt à constituer un magot le plus conséquent possible, parce que le problème, une fois que tu es à la retraite, c'est que tu n'as plus de possibilité de te refaire une santé financière. Tu ne vas pas te remettre à travailler, tout ça. Donc, en réalité, ils gardent pour eux, et ils ont d'autant plus de raison de garder. C'est que, premièrement, ils ne savent pas jusqu'à quel âge ils vont vivre. Aujourd'hui, à 60 ans, je peux espérer vivre jusqu'à 80 sans problème. 90, c'est tout à fait envisageable. Et 100 ans, ça risque de m'arriver. La seule chose, j'ai aucune idée dans quel état, et s'il y a à nouveau l'histoire des maisons de retraite ou quelque autre formule que ce soit, qui va payer? Il ne faut surtout pas que je donne mon pognon à mes enfants et à mes petits-enfants. J'ai rien contre qu'ils en héritent une fois que je serai plus là, ça me va très bien, mais j'ai intérêt à le garder pour maîtriser la situation jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas dilapider leur patrimoine. Donc, ils sont égoïstes. Vous êtes d'accord tous les deux là-dessus pour ça? Ils sont égoïstes ou lucides finalement face à la situation? Lucides. Ils gardent le pognon.
Pour moi, la notion d'égoïsme, je peux me tromper, mais moi, ma notion d'égoïsme, c'est moi d'abord au détriment des autres. Et je suis conscient que c'est au détriment des autres. Le baby boomer, il ne va pas dire OK, je garde l'argent au détriment des enfants. Il dit juste je garde l'argent. Et donc, ça, c'est égocentré. Mais Donc, c'est pas l'égoïsme. L'égoïsme. Mais quand on regarde, quand je parle avec des amis allemands, par exemple, on juge les Français pas égoïstes, on les juge égocentrés. D'ailleurs, ça les met de plus en plus hors d'eux. Hein. Mais il n'y a pas la notion. La France, l'employé, c'est une notion de. On se met en position, soi-disant, de nous d'abord. Mais il n'y a pas la notion de. Je ne sais pas ce qu'un Benoît en pense, mais chez les murs, je ne pense pas qu'il y ait la notion au détriment de mon enfant. Ça, c'est non. Non, c'est pas au détriment, c'est juste il y a une incertitude sur comment ça va se passer dans les années qui viennent. Et finalement, c'est à moi de me préparer à ces années-là. Et le jour venu, quand je serai plus là, c'est très bien, c'est mes enfants qui vont récupérer le Donc, c'est capital. responsable, si je vous résume un peu, excusez-moi de caractère, responsable et lucide. Moi, je pense que c'est plus ça qu'égocentré sur ce point en question. Ouais, ouais. D'accord. Il ne faut pas oublier d'où ils viennent, hein, les boomers, c'est toujours un point essentiel, c'est qu'ils viennent d'un monde qui était assez démuni, il n'y avait pas grand-chose, le niveau d'équipement était faible, dans les maisons par exemple, il ne faut pas oublier dans les années 60, il y avait 70% des logements en France, donc c'est là où ils ont grandi, hein, les boomers, 70% des logements qui n'avaient pas de point d'eau. C'est toujours amusant d'entendre Tapi qui raconte son enfance à la Courneuve, Tapi qui a une fortune colossale. Tapi dit toujours que les toilettes et la douche, c'était au fond de la cour quand il était enfant. Et bon, voilà. Mais la seule chose, c'est que c'est des gens qui ont su se constituer une société extrêmement confortable. Ils peuvent avoir le sentiment d'y avoir amplement contribué, que c'est le fruit de leur travail et tout, qu'ils en font bénéficier toutes les générations, y compris les générations en dessous. Mais du jour au lendemain, ils vont peut-être pas se déposséder de tout ce qu'ils ont au profit des plus jeunes sans savoir où ils vont. Parce que si le monde, entre guillemets, s'écroulait, comment est-ce qu'ils feraient? Est-ce que les jeunes auraient la capacité de leur venir en aide? Tout ça, là aussi, personne ne le sait. Donc, c'est aussi un réflexe de prudence, je dirais, par rapport à l'avenir. Oui, et c'est marrant parce que quand on compare par rapport aux générations plus âgées, moi j'ai comparé avec mes parents, mais je suis comparé avec mes cousins, cousines, et puis aussi dans mon village des amis d'enfance où j'ai vécu. Effectivement, lorsque mes parents ont géré leur truc de donation compagnie, c'est quasi moi en fait qui leur ai dit, mais attendez, devant le notaire, attendez, on va quand même valider que vous ayez assez, vous, avant de donner. Vous voyez. Donc c'est quand même moi, c'est aussi moi, mon caractère, mais oui, il y a les baby boomers, ils pensent déjà aux conséquences. Alors que la génération avant, c'était quand même, les plus âgés, c'était quand même, j'aide les enfants en premier, avant moi-même. Et là, ça s'est inversé, c'est je mets d'abord et le surplus, ça sera aux enfants. Ouais. Bon, écoutez, tout ça, ça fait quelque chose de très optimiste. Il n'y aura pas de guerre de génération, donc ça, moi, déjà, vous m'avez beaucoup rassuré, parce que vous êtes quand même parmi les meilleurs experts de ce Mais monde. toi, toi, en fait, juste rajouter, c'est qu'en fait, quand on écoute, il n'y aura pas de guerre, il y aura une guerre, il n'y aura pas de guerre, on ne parle pas du vrai sujet. Toi, quand on écoute là, quelqu'un qui regarde le débat qu'on a aujourd'hui, la guerre ou pas guerre, égoïste ou pas égoïste, c'est pas le vrai sujet. Celui qui a bien écouté ce que Benoît et moi avons dit, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plus l'égocentrisme, enfin, oui, et ça ne va pas amener de guerre. Donc, oui, non, il n'y aura pas de guerre. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était, permets-moi de dire que c'est pour ça que c'est optimiste, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aura pas de guerre et effectivement, ils ne sont pas forcément égoïstes, mais ils sont très égocentrés pour les raisons que vous avez décrites de façon brillante, c'est-à-dire que vous êtes, on est face à une génération qui s'est construite et qui s'est construite légitimement et donc, il ne veut pas se laisser à la fois menés par le consumérisme ou par une certaine autorité dont ils ont cherché à se décharger au cours des dernières années. Je crois que Frédéric, si c'est parce que c'est toi qui as l'horloge, parce que c'est l'horloge de Berlin, elle est beaucoup plus fiable et haute, précise. elle est précise. Elle est précise. En tous les cas, moi, je voulais remercier Benoît pour ses analyses extrêmement pertinentes, sa sagesse
C'est un marketing bien pensé. Et pour Frédéric, qui a toujours cette précision et ces retours aux choses solides, merci à tous les deux et j'espère à très bientôt. Merci Eric. Merci Frédéric, merci Eric, à très bientôt. Benoît.